Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Vous le savez, chers auditeurs, la Coupe du Monde de rugby à 15 2023 a lieu en ce moment en France du 8 septembre jusqu'au 28 octobre 2023. Alors c'est la 10e édition de cette compétition disputée donc tous les 4 ans depuis 1987, une date assez tard, on va en parler justement. La France organise la Coupe du Monde pour la seconde fois, la dernière fois c'était en 2007 et cette édition est notamment marquée par la toute première participation de l'équipe du Chili, qui devient ainsi la 3e nation sud-américaine à se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où justement, généralement, il y a toujours, souvent les mêmes équipes. Et aujourd'hui, voilà, ça s'ouvre un petit peu. On va parler de tout ça avec Kevin Vessière. Bonjour Kevin Vessière. Bonjour. Vous êtes expert, vous êtes professeur en géopolitique et sport. Vous avez créé Football Club Géopolitique, un compte Twitter qui suit par plus de 70 000 personnes. On invite évidemment nos auditeurs à vous suivre, puis suivez aussi Ligne Droite, comme ça, voilà, tout le monde est content. Et vous êtes l'auteur de Football Club Géopolitique, 22 histoires insolites pour comprendre le monde aux éditions Max Milo, et de ce livre Planète Rugby, 50 questions géopolitiques aux éditions Max Milo. Alors Adèle Rosner nous l'a dit tout à l'heure, donc la France hier a gagné face à la Namibie 96-0. Vous avez regardé ce match, c'est un match où la France a assuré, a montré sa supériorité face à l'équipe de Namibie. Disons que c'est une victoire au goût très amer, puisqu'il y a une performance historique avec un 96-0, la plus grande victoire du 15 de France, mais derrière il y a la blessure d'Antoine Dupont et aussi quelques autres joueurs qui ont été un peu cassés par ces Namibiens fatigués, donc on va voir en tout cas ce qui va advenir. Alors vous le savez, la polémique sur la cérémonie d'ouverture qui a été menée par Jean Dujardin, qui a été beaucoup critiquée comme étant une cérémonie ringarde, une cérémonie vieille France, une cérémonie un peu rance, alors que Jean Dujardin est un acteur populaire, connu, qui connaît bien le rugby, qui est un grand amateur de rugby et qui connaît justement cette culture rugby plutôt rurale, plutôt enracinée, aussi très bon enfant. Vous avez compris cet accueil mitigé de cette cérémonie d'ouverture ? Je pense que c'est un peu à l'image du rugby. On a une Coupe du Monde qui est un événement extrêmement populaire et qui n'est pas forcément le rugby, un sport connu par tout le monde, qui est quand même assez ancré par rapport au sud-ouest et qui est suivi par une communauté de personnes, mais qui là du coup c'est encore plus élargi. Et donc cette cérémonie, c'est vrai que peut-être que des personnes s'attendaient à quelque chose de plus grandiloquent, à l'image d'une cérémonie d'ouverture des JO, mais après voilà, le rugby est aussi porteur de certaines valeurs et c'est ce qu'a voulu retransmettre Jean Dujardin à travers cette cérémonie. Des valeurs plus enracinées. Alors notre équipe de France actuelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle peut gagner la compétition ? Il y a Antoine Dupont, alors là qui est blessé, qui pourrait revenir pour les quarts de finale si sa mâchoire est remise, on espère, qui a été sacré plusieurs fois meilleur joueur au monde. En tout cas, cette équipe de France, elle a gagné l'amour du public. Le public aime beaucoup cette équipe. Vous pensez qu'on peut gagner cette compétition Sans Antoine Dupont, ce sera plus compliqué. Ouais. Mais de toute façon, après, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est un fait de jeu s'il y a une blessure, donc il faudra quand même la gagner. Et puis, le fait qu'on joue à domicile, c'est quand même une force supplémentaire pour une équipe pour ensuite gagner la compétition. En tout cas, tout se jouera au quart, puisque le quart, il y aura un gros morceau entre l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Parce qu'Antoine Dupont, c'est un petit génie du rugby quand même, il a 26 ans et c'est lui véritablement qui porte en partie évidemment cette équipe. C'est le capitaine et puis on l'a vu hier, il a fait 2 passes magistrales, il a une vision du jeu qu'ont pas les autres demi de mêlée, donc c'est vrai que ça joue beaucoup et c'est un facteur supplémentaire en tout cas pour remporter des matchs en jeu. Alors on a remporté en tout cas la candidature pour cette Coupe du Monde 2023 alors que c'était pas gagné d'avance. Normalement ça devait être, le favori c'était plutôt l'Afrique du Sud. On avait déjà organisé une Coupe du Monde en 2007. Alors comment se fait-il que nous avons réussi à avoir la Coupe du Monde de rugby 2023 à 15 chez nous? Alors le vote, il a eu lieu en 2017. Il y avait l'Irlande, l'Afrique du Sud et la France. Et c'est vrai que le dossier sud-africain était plus solide, il était soutenu en plus par le président de World Rugby. Mais finalement, la France a poussé le dossier notamment par rapport aux retombées financières que pourrait avoir la World Rugby. Et pas contre toute attente, mais finalement c'est quand même le dossier français qui a eu la chance d'être retenu. Et puis ça reste quand même un fort pays de rugby. L'Afrique du Sud ne l'avait pas eu non plus depuis 1995.
Mais là-dessus, on voit quand même que c'est toujours, en tout cas, les pays historiques qui l'organisent, même si World Rugby commence à s'ouvrir, puisque 2019 c'est au Japon, 2031 c'est aux États-Unis. Donc il y a toujours aussi cette recherche d'ouverture et de mixer nations traditionnelles et ouverture vers des pays qui n'ont pas encore de grandes équipes. On va en parler de cette ouverture sur l'Asie avec le Japon, puis les États-Unis, qui est quand même une grande nation de sport, mais qui n'a pas été sélectionnée pour cette Coupe du Monde. Mais d'abord, je voulais revenir sur les origines du rugby. Et donc on sait que c'est un sport anglais. Et puis comment toutes ces règles sont arrivées, parce que c'est vrai que pour les néophytes, c'est pas toujours facile de comprendre toutes les règles du rugby. Pour les néophytes, mais même pour ceux qui s'y connaissent, parfois c'est pas facile. C'est pas facile non plus. Ah non, après pour l'origine du rugby, donc c'est vrai qu'à l'époque médiévale, on avait un jeu qui s'appelait la soule et qui était joué dans les villages, et le but c'était de mettre un ballon dans le coin adverse, donc ça pouvait être le village, la paroisse. Et après, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas véritablement de règles, où ça dépendait en fonction des différents coins de la France et aussi d'Angleterre. Et après, à partir du 19e siècle, ça va être institutionnalisé au niveau des écoles britanniques, dans ces public schools, qui sont des écoles assez élitistes pour former les futurs gentlemen de demain. Et ils vont utiliser comme ligne éducative le sport, donc notamment le football. Mais certaines écoles vont plutôt vouloir jouer à la main qu'au pied, ou à la main et au pied. Et c'est le cas pour l'école de rugby. Et voilà, c'est comme ça en tout cas qu'est né le rugby, avec l'installation de premières règles. Et au fur et à mesure, va y avoir finalement, ces deux sports vont peu à peu se déconnecter, avec un football qui va interdire qu'on joue en portant le ballon à la main. Et le rugby va continuer à se développer, mais en gardant toujours peut-être ce cadre plus amateur, puisque le rugby, historiquement, ils n'ont pas voulu en tout cas se professionnaliser pour garder un peu cet esprit noble. Et la professionnalisation intervient qu'en 1995, et c'est ce qui explique aussi le développement peut-être un peu tardif du rugby, notamment à travers cette première Coupe du Monde en 1987. Oui, justement, on va revenir sur ces 1987, ce qui paraît très très tard pour une première Coupe du Monde. Et puis, comment il s'est répandu donc, après à travers l'Europe, puis à travers le monde, parce que donc, en France, vous l'avez dit, il est plutôt présent dans le sud-ouest. Dans le monde, il est présent dans les anciennes colonies anglaises et françaises. Il est présent maintenant en Amérique du Sud, en Argentine. Là, il y a un petit nouveau dans cette compétition, c'est le Chili. Donc comment le rugby s'est implanté ? Vous parlez de l'Amérique du Sud, et c'est aussi avec l'influence britannique, puisque le rugby, quand il commence aussi à s'ancrer au Chili, en Uruguay, en Argentine, c'est à la fin du XIXe siècle, première moitié du XXe siècle, où il y a encore l'Empire britannique qui est la grande puissance de l'époque. Et donc, va y avoir une certaine influence qui va en tout cas découler, notamment à travers les écoles britanniques aussi assez élitistes. Et c'est pour ça que dans ces pays, notamment d'Amérique du Sud, où on sait qu'ils sont quand même très fans de sport, surtout de football, ça reste encore des sports qui ne sont pas autant populaires que le football. Et on va le voir, cette influence à travers d'autres pays, le Japon notamment, mais aussi parfois certains pays qui vont vouloir avoir leurs propres règles, leur propre sport, pour notamment contrer cette influence britannique. Et vous l'avez avec le football australien, le football gaélique, ou encore le football américain. Et donc c'est ça qui est intéressant à voir. Comment est-ce que ça va se diffuser grâce aussi à cette influence culturelle britannique. Oui, évidemment, donc ça vient de l'Angleterre, et c'est intéressant, oui, parce qu'on comprend par exemple qu'aux États-Unis, ça n'a pas tellement marché le rugby, parce qu'ils ont donc, pour bien montrer leur indépendance face à l'Angleterre, ils ont inventé donc le football américain. Oui, c'est ça. C'est aussi le cas pour l'Australie, mais pour le football américain, c'est vrai qu'il y a eu quand même une petite jeunesse de rugby aux États-Unis, avec une équipe qui a remporté quand même deux tournois olympiques, 1920-1924, mais ça restait quand même des très petits tournois. Et après, c'est le football américain et des sports américains qui ont pris le dessus. Et maintenant, pour le rugby, maintenant que vous avez la NBA, le baseball, le hockey bien établi, c'est compliqué pour le rugby d'arriver, même s'il y a la création d'une ligue professionnelle depuis 2016. Et peut-être avec cette Coupe du Monde qui va intervenir en 2031 et la Coupe du Monde féminine qui va intervenir en 2033 là-bas, ça va peut-être en tout cas générer plus d'attention là-bas. Alors pourquoi justement la première Coupe du Monde de rugby, elle n'a lieu qu'en 1987, et le rugby s'est inscrit donc dans l'industrie mondiale du sport-spectacle. C'est tout de même la 10e compétition la plus vue au monde, dans 200 pays, il y a 800 millions de téléspectateurs, mais donc, contrairement au foot, vous l'avez dit, il y a eu une longue professionnalisation du rugby qui a eu du mal à se mettre en place. Alors pourquoi ? Alors que peut-être parce que c'est un sport plus compliqué, ou parce que c'est un sport moins universel que le football ?
Alors oui, il y a ce côté peut-être moins universel, puis et après au rugby à 15, on le voit en tout cas à travers les équipes, maintenant il faut vraiment avoir des équipes avec des profils bien particuliers par ligne, donc tous les pays ne peuvent pas forcément les avoir. Et après ça a quand même été un sport qui a été quand même préservé par les Britanniques, alors que pourtant c'est le premier sport international, parce que c'est le tout premier match international en 1871 entre l'Angleterre et l'Écosse, une première fédération internationale qui est créée dans la foulée, mais qui va rester en fait très britannique, puisque jusqu'en 1986, vous aurez l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, avec effectivement cette influence britannique. Et puis l'exception, la France, puisque c'est le seul pays, on va dire, non britannique qui a réussi un petit peu à s'insérer dans ce jeu-là. Et dans le sud-ouest, parce que notamment par Bordeaux et par l'influence aussi des Anglais. J'ai essayé de trouver en tout cas les raisons de pourquoi le sud-ouest. Donc c'est vrai qu'il y a cette influence britannique avec Bordeaux. Il y avait aussi un jeu local qui s'appelait la barrette qui était joué là-bas, où il y avait un peu ce terreau du rugby. Et puis des premières victoires du Stade Bordelais dans les premiers championnats de France au début du XXe siècle, qui ont fait cette opposition victoire de la province face à la capitale. Et après, on l'explique pas vraiment, mais après il y a eu ce rugby de clocher avec des clubs dans plusieurs villages, des villes, Dax, Béziers, enfin des clubs qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui, qui sont internationalement des très très bons clubs. Alors vous parlez aussi dans ce livre, donc je rappelle le titre de votre livre, Planète Rugby, 50 questions géopolitiques, aux éditions Max Milo, Kevin Vessière. Donc il y a de l'histoire, il y a du rugby, puis il y a aussi de la géopolitique. Alors vous dites qu'il y a deux tournants dans la mondialisation du rugby. Il y a 1991, mais il y a 1995. Donc 1995, on le rappelle, la Coupe du Monde se déroule donc en Afrique du Sud, juste après l'apartheid. Et Nelson Mandela donc sent bien dans cet événement sportif la possibilité donc de créer un sentiment donc d'union nationale derrière donc l'équipe d'Afrique du Sud, les Springboks, je ne sais pas si je prononce bien, qui est donc symbole quand même cette équipe de l'apartheid, parce qu'il n'y a que des joueurs blancs. Il y a d'ailleurs un très bon film de Clint Eastwood avec Matt Damon et Morgan Freeman qui s'appelle donc Invictus, avec Morgan Freeman dans le rôle de Mandela. Et donc là, 1995, cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, juste après l'apartheid, c'est la première fois que le rugby a véritablement un rôle géopolitique, en tout cas à l'international. Oui. Oui, parce que c'est vrai que les deux précédentes, 1987, 1991, ça reste la première et deuxième Coupe du Monde, mais il n'y a pas cette ambition politique derrière. Et là, c'est vrai que 1995, c'est même Nelson Mandela qui a poussé pour que l'Afrique du Sud ait cette Coupe du Monde et pour réintégrer l'Afrique du Sud sur la scène internationale, parce que c'était un pays qui a été longtemps boycotté du fait de l'apartheid. Et il veut utiliser aussi cette Coupe du Monde pour symboliser en fait la réconciliation nationale, pour finalement réunir les populations blanches et de couleur. Et le problème, c'est que cette équipe de Springboks était l'ambassadeur un peu de cette politique d'apartheid, avec des joueurs exclusivement blancs dans cette équipe. Là, avec cette Coupe du Monde 95, il y a quand même un joueur métis qui va intégrer, ça va être Chester Williams, qui va marquer notamment pas mal d'essais contre les Samoa. Et après, il y a ce parcours avec une victoire controversée contre la France en demi-finale. Mais j'en parle dans le livre, c'est ce que dit Benazi dans le livre lorsqu'il perd en demi-finale le 15 de France contre l'Afrique du Sud, c'est que d'une certaine manière, l'Afrique du Sud était obligée de remporter cette compétition parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que le rugby. Et après, derrière, effectivement, ce qu'on retient, c'est que l'Afrique du Sud a pu en tout cas donner une nouvelle image. Mais c'est vrai que c'est assez international, parce que le rugby, encore à l'époque, restait très marqué comme un sport blanc. Et après, par contre, vous avez la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, remportée par l'équipe d'Afrique du Sud à domicile. Et là, il va plus y avoir en tout cas ce sentiment de réconciliation nationale au sein de la population locale. Mais c'est vrai que ça donne une autre dimension du rugby. Et après, vous avez la professionnalisation en 95. Donc là, c'est véritablement l'ouverture du rugby au monde, quoi. Alors, vous parlez notamment dans votre livre parce que c'est aussi un livre d'histoire, vous parlez de l'histoire de chaque équipe. Alors, dans le top 10 mondial, je rappelle, c'est l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, le Pays de Galles, les Fidji, l'Australie et l'Argentine. Alors, il y a d'autres nations de rugby, mais c'est vrai que les membres de ce classement changent très peu. Alors, finalement, le top 10, je ne sais pas si on peut dire autre chose que top, mais autre chose qu'en anglais que top. Mais en tout cas, il y a de nouvelles nations de rugby qui ont du mal à émerger. Comment vous expliquez que finalement ce top 10 ne change quasiment pas ? La principale raison, c'est que pour ces meilleures équipes mondiales, elles s'affrontent quand même régulièrement, et c'est plus compliqué pour d'autres équipes, comme la Namibie notamment. Là, avant la compétition, ils ont quand même une phase de préparation, mais il y a eu un gap de 4 ans où ils ont joué que 8 matchs. Donc il y a essentiellement des joueurs amateurs, et après c'est souvent des fédérations qui ont peu de moyens et qui ont des joueurs amateurs, donc pour organiser des compétitions, c'est quand même relativement compliqué. Et pourtant, ça reste des nations, on va dire, historiques du rugby, parce que j'ai essayé dans mon livre de mettre
mettre le focus sur pas mal de pays. Et on voit que pour la Namibie, pour le Chili, même pour le Japon, c'est quand même un sport qui est là depuis un siècle. Donc il y a quand même une tradition, une culture rugby qu'ont parfois pas certains pays qui veulent s'y immiscer, comme je pense à la Chine. Et c'est pour ça qu'en tout cas World Rugby essaye de développer tout cela à travers la pratique du rugby féminin, où l'ordre établi mondial est peut-être plus facile à changer, et aussi le rugby à 7 parce que c'est plus spectaculaire, les règles sont plus simples, et puis il y a la perspective des Jeux Olympiques derrière. Oui, voilà, c'est ça. Donc le rugby à 7, pourquoi le rugby à 7 est aux Jeux Olympiques et pas le rugby à 15? Parce que là, on l'a rappelé, c'est la Coupe du Monde de rugby à 15. Le rugby à 7 est dans les Jeux Olympiques, pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugby avait une histoire avec les Jeux Olympiques parce qu'il a été intégré de 1900 à 1924. Ça, c'était l'œuvre de Pierre de Coubertin, qui était un grand fan de rugby et qui a même plus poussé pour que le rugby s'intègre en France que le football, parce que c'est un sport qu'il aimait beaucoup. Par contre, ce tournoi, il va pas avoir en fait la vision internationale qu'il va vouloir, et donc il va être exclu progressivement des Jeux Olympiques. Et après la Coupe du Monde 2007, vous avez le président de World Rugby, qui était un Français, Lapassé, qui était très content de cette Coupe du Monde de rugby 2007, mais il a dit on voit toujours la même nation, donc il faut qu'on trouve autre chose. Et donc il va pousser au niveau du CIO pour intégrer le rugby à 7 au niveau des Jeux Olympiques, et donc ils vont revenir en 2016 avec les Jeux de Rio. Et on voit aussi peut-être les mêmes nations, mais des nations un peu différentes. Vous voyez l'Espagne, la Jamaïque, et les champions en titre masculin, c'est quand même les Fidji, alors que les Fidji ont quand même très peu de chances de gagner la Coupe du Monde de rugby à 15. Donc ça, en tout cas, ça permet de donner une autre dimension au rugby et d'ouvrir en tout cas son champ à un autre public. Voilà, donc le rugby est en train d'ouvrir son champ à un autre public, vous l'avez dit, il se professionnalise de plus en plus, il y a aussi de plus en plus d'argent qui circule dans le rugby, et justement il n'y a pas cette tension entre ces traditions, ce côté très local, très enraciné. Vous disiez donc qu'il y avait un club pour chaque clocher, et puis justement cette industrie du sport spectacle. Ouais, de toute façon, le rugby, là, il est en train de changer, même si ça reste très loin, en tout cas, du football, parce que Antoine Dupont, il gagne environ 600 000 euros par an, mais vous le comparez, je sais pas, un Kylian Mbappé, lui, c'est 70 millions d'euros par an, plus les contrats de sponsoring. Donc, il y a encore un grand écart, mais par contre, c'est vrai que pour les clubs du top 14, ils sont tous professionnels, ils se structurent de plus en plus, et avec l'obligation de résultat et les enjeux de médiatique, eh bien, il y a toujours de plus en plus d'argent qui vont intervenir dans le rugby et qui vont peut-être entrer en contradiction avec ces valeurs-là, même si, à travers le discours des joueurs, on voit quand même qu'ils sont assez ancrés dans leur territoire. Par contre, c'est vrai que la perspective qui peut faire peur au rugby, c'est que on voit que les traditions sont en train de changer. Il y a des équipes sud-africaines maintenant qui jouent en Coupe d'Europe, et vous avez des matchs qui vont peut-être s'organiser dans certains pays du Golfe Persique, notamment des matchs de Coupe d'Europe. Donc ça peut aussi chambouler un peu ce côté traditionnel du rugby. Et voilà, je voulais vous lancer là-dessus. Donc on l'a dit, il y a cette ouverture sur l'Asie, mais aussi donc il y a les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite qui s'intéressent à ce sport. Alors pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va ouvrir encore plus ce sport, ou est-ce que il y a un risque que le rugby perde un peu de son authenticité et de son âme là-dedans? C'est pas une bonne ou mauvaise chose. En fait, c'est un peu ce qui suit en fait l'économie du sport actuellement. On l'a trouvé à travers le football. L'Arabie Saoudite investit beaucoup là sur le mercato, et on voit que ces pays du Golfe Persique, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, ils veulent utiliser le sport comme un biais pour changer leur image et pour accélérer la transformation et préparer leur diversification économique. Et le rugby, comme vous l'avez rappelé, la Coupe du Monde, c'est un événement qui est dans le top 10 mondial des événements les plus vus. Les Coupes d'Europe de rugby, c'est aussi des matchs importants qui sont vus. Donc c'est pour ça que ces pays veulent s'immiscer là-dedans, sans forcément avoir de tradition rugby. Les Émirats Arabes Unis l'ont peut-être un peu plus parce qu'il y a une influence britannique, mais Qatar, Arabie Saoudite, ils n'ont pas d'équipe. Et donc le biais, quand on n'a pas cette tradition sportive, c'est de pouvoir organiser des compétitions à domicile pour essayer de bénéficier en tout cas des vertus de l'événement derrière. Et vous pensez qu'ils pourraient payer des mercenaires, se faire eux-mêmes une équipe de rugby pour pouvoir peser, notamment dans le sport à l'international? C'est vrai que le système de naturalisation est plus présent dans le rugby que dans d'autres sports, mais ce serait quand même assez mal vu, et je pense que ça ternirait leur image. On l'a vu avec le Qatar, une fois ils ont voulu faire ça avec une équipe de handball, ça n'a pas forcément pris, et puis après ils ont été décriés derrière, donc il faut quand même avoir
une base un peu locale et après l'agrémenter de différents talents. C'est ce qu'a fait un peu le Japon pour notamment avoir des profils un peu plus costauds, mais ça restait quand même une base japonaise parce qu'il faut quand même garder ce sentiment national au sein de l'équipe, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc le Japon aussi, donc il y avait des All Blacks qui venaient d'au Japon, enfin qui étaient donc qui devenaient japonais. Donc vous avez une équipe du Japon avec à la fois donc on va dire des Japonais natifs et puis aussi ces All Blacks, mais aussi justement ça dénature pas un petit peu l'équipe en question. Parce que ça fait pas mercenaire, c'est ça que je veux dire. Non, là ça faisait pas trop mercenaire parce qu'il restait comme une base de joueurs japonais. Et puis si le Japon voulait faire des bons résultats pour sa Coupe du Monde 2019, ils étaient obligés parce que, comme je vous le rappelais, rugby à 15 avec des profils bien différents, il faut véritablement avoir ces différents profils-là. Et ça vient des Nouvelle-Zélande et aussi parfois Samoa, Fidji, Tonga, des petits pays, en tout cas de rugby des îles du Pacifique Sud, mais avec un gros vivier de talents derrière, quoi. Oui, justement, donc ça vient évidemment de la colonisation donc anglaise et donc française. Ces petites îles, comment vous expliquez qu'il y a qui finalement rivalisent avec des gros pays de rugby et puis aussi des pays tout simplement avec des millions d'habitants. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que par exemple l'Irlande aussi, que 5-6 millions d'habitants en Irlande, et pourtant donc c'est la première mondiale. Comment se fait-il? C'est lié aussi à la génétique aussi des populations, mais c'est lié aussi à la culture évidemment des pays en question. Ouais, ça, la culture du rugby, et puis après c'est parfois véritablement ancré au sein de la nation. Vous avez rappelé Fidji, Samoa, Tonga. Pour l'Irlande, après eux, ils ont mis en place aussi un système de formation qui fait que les joueurs en fait sont sous contrat avec la fédération irlandaise, donc en fait ils jouent pour l'Irlande et puis après à travers les équipes irlandaises, ils se maintiennent en forme. Et par contre, c'est vrai que pour Fidji, Samoa, Tonga, c'est impressionnant parce que c'est des pays qui ont parfois même moins d'1 million d'habitants. Mais culturellement, ils avaient quand même des jeux. Notamment au Fidji, il y avait le Veibona, c'était un peu un jeu du chat et de la souris, où il y avait déjà ce terreau rugby. Et après, ça correspondait en tout cas aux valeurs du peuple autochtone local. Et donc, derrière, vous avez des équipes qui arrivent en tout cas à se structurer. Et depuis 2021, vous avez un changement de règle qui permet à des joueurs d'origine fidjienne ou samoane ou tongienne de revenir dans la sélection parce qu'avant, si ces joueurs-là jouaient pour la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ils ne pouvaient pas rejouer après pour les Fidji. Tonga, Samoa, et là maintenant c'est le cas. Alors on l'a dit, donc l'avenir est en Asie, peut-être aux États-Unis, peut-être aussi à l'Arabie Saoudite, mais pour vous, Simone de Beauvoir disait la femme est l'avenir de l'homme, et pour vous la femme est l'avenir aussi du rugby. Il y a tout ce rugby féminin qui est en train de se professionnaliser de plus en plus et qui devient en fait finalement de plus en plus vu. Oui, c'est ça. Après, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi la Fédération internationale de rugby, la World Rugby, parce qu'ils font un constat, c'est que sur les 9 millions de pratiquants, ils ont 30% de pratiquants féminines, et il y aura 40% à partir de 2030. Donc l'idée, c'est aussi d'aider à la professionnalisation de cette pratique, et aussi de permettre à des nouvelles nations de venir. Notamment, la Chine a beaucoup plus de performances en rugby féminin qu'en rugby à 15 masculin, notamment parce qu'il y a déjà un ordre établi avec en tout cas les nations historiques, mais c'est peut-être plus facile d'avoir des résultats et après de poursuivre les investissements derrière. Et donc cette Coupe du Monde là, qui vient de commencer, donc on le rappelle en France, cette 10e Coupe du Monde, elle a commencé. Est-ce que vous pensez comment elle va se terminer? Est-ce que vous êtes content notamment de l'arrivée du Chili? Vous êtes content qu'il y ait aussi un changement d'air un petit peu, ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Que pensez-vous de cette première en tout cas de ce début de cette Coupe du Monde 2023 en France? Maintenant, ça se passe plutôt bien. En plus, il y a eu une petite surprise avec les Fidji qui ont battu l'Australie. Donc, peut-être un quart de finale avec pas seulement ces nations historiques. Après, ça reste quand même une compétition assez fermée parce que le Chili, c'est seulement la 26e nation à se qualifier pour une Coupe du Monde. La Namibie, ils sont historiquement qualifiés depuis très longtemps, mais il y a toujours cet écart monstre entre ces pays-là. Et donc, le Chili, même s'ils se qualifient une deuxième, une troisième fois, ils vont pas rattraper leur retard. Donc à voir pour la Coupe du Monde, ça va être compliqué de savoir si on garde ce format, si on l'élargit, mais si on l'élargit, on va encore voir des matchs fleuves comme on a pu le voir hier. Donc, pour vous, c'était un match fleuve quand il y a 96-0, parce que finalement, ceux qui ont regardé le match, on avait vraiment l'impression que la France se baladait sur le terrain et qu'il y avait limite une différence de division, quoi. Il y avait 3, 4, 5 divisions d'écart. On l'a vu aussi avec la Roumanie et d'autres matchs. Et voilà, le problème, c'est que ça ne va pas forcément évoluer parce que la Namibie, vous avez quand même un petit pays de 2 millions d'habitants et après il n'y a pas forcément d'investissement derrière. La World Rugby
aide aussi à se structurer, etc. Mais pour rattraper le niveau de la France, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande, ça va être en tout cas très compliqué. Donc en tout cas, on va garder ce format de compétition. Il y avait peut-être une volonté de l'ouvrir un peu plus en termes de pays pour 2031. Mais là, à travers ces matchs-là, ça ne va pas pousser pour cela, quoi. Alors, il y a 2 matchs un petit peu emblématiques dans ces compétitions. C'est la France contre les All Blacks. Donc, on a gagné face aux All Blacks il y a 2 semaines maintenant. Et puis, il y a aussi le match France-Angleterre qui ravive des passions aussi parce que l'Angleterre, même si on l'a vu avec l'arrivée de Charles III en France, il y a l'entente cordiale et tout se passe bien, mais il y a toujours ce ressenti historique. Pourquoi France-Angleterre, c'est un match particulièrement qui déchaîne des passions des 2 côtés de la Manche? Disons que ça recrée en fait des batailles historiques sur le terrain sportif. C'est pour ça en plus c'est un surnom, ce match, c'est le crunch, quoi. Donc ça marque aussi le fait que c'est une rencontre très particulière. Encore plus si on les retrouve cette Coupe du Monde peut-être en demi-finale, les Anglais vont vouloir finalement se venger de l'affront qu'on leur a fait en les battant 53-10 à Twickenham durant le tournoi Destination. Et c'est toujours une rencontre particulière parce qu'il y a tout le poids historique derrière, et puis c'est le cas dans d'autres rencontres quand vous avez de l'Irlande-Angleterre, de l'Écosse-Angleterre. Même si après, une fois le match passé, tout le monde se serre la main, là c'est quand même, on revit un petit peu de l'histoire à travers cette bataille et cette rivalité historique. Et qui redonne aussi ce goût du rugby qui n'est pas seulement un sport, mais qui aussi donc quelque chose, on l'a dit, de géopolitique, d'historique, et puis qui touche au trip. Merci beaucoup Kevin Vestiaire. Je rappelle le titre de votre livre, Planète Rugby, 50 questions géopolitiques, aux éditions Max Milo. Je rappelle aussi les titres de vos autres livres, donc Football Club Géopolitique, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, aux éditions Max Milo aussi. Vous jouez au rugby ou pas du tout? J'ai joué un peu étant plus jeune, mais maintenant c'est plus le football. Mais le rugby reste toujours un sport que je suis particulièrement. Oui, justement dans cette affinité donc des Français par rapport au football plus qu'au rugby, comment vous l'expliquez, le côté international, ou c'est aussi historique? Oui, et puis aussi la France a gagné la Coupe du Monde, quoi, alors que le 15 de France, on voit quand même un certain attachement, mais je pense que ça basculerait si la France remportait une première Coupe du Monde, en plus à la maison. Et après, c'est vrai que derrière, en termes de pratiquants, c'est ce que je cherche aussi en termes d'héritage, avoir plus que 300 000 licenciés et essayer en tout cas de rattraper le football, même si le football restera bien plus haut encore de longues années. Merci Kevin Vestiaire. Je rappelle le titre de votre livre, Planète Rugby, 50 questions géopolitiques, aux éditions Max Milo. Il y a du rugby, si vous aimez le rugby, il y a de l'histoire, si vous aimez l'histoire, il y a de la géopolitique. Voilà, un livre bien complet, puis indispensable pour bien comprendre, pour mieux comprendre cette Coupe du Monde 2023 qui se passe en France. Merci à vous. Merci.